Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live où nous allons faire le récapitulatif de NXT et de AEW Dynamite. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que moi ça va tellement bien? C'est tellement moins stressant de faire les lives à midi quand t'as bien eu le temps de poser tout, Ah, il y a Gros Chat qui va rentrer. Quand t'as bien eu le temps de tout bien préparer, de regarder NXT la veille, Dynamite le jour même, et que t'as bien pu prendre le temps de faire toutes les images. Là, on commence avec 10 petites minutes de retard, mais c'est uniquement parce que j'ai bien pris mon temps. Parce que j'ai voulu faire ça bien, voilà, j'ai voulu faire ça bien, et du coup, ça fait du bien, hein, ça fait du bien, ça libère un peu l'esprit. En plus, on fait le live à midi, ça veut dire qu'à 13h30 il sera fini, ça veut dire que j'ai le reste de la journée pour faire autre chose. Et ça, c'est vachement bien aussi. Donc globalement, on est sur du plaisir, non dissimulé. Et parlant de plaisir, nous allons commencer à parler de NXT. Et le titre de ce live se rapporte entièrement à ce que j'ai pensé de cet épisode d'NXT qui me donnait vraiment l'impression d'être le premier épisode d'une nouvelle saison. Puisque comme vous le savez, NXT est passé à mardi soir aux États-Unis. Donc on va pouvoir regarder les deux shows un matin différent et donc ne pas empiler 4 heures de catch qui est quand même assez long surtout quand il y a des enfin voilà, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Merci beaucoup à Lombix. Pouf pouf. Hop là. NXT a commencé avec le nouveau champion Karrion Kross qui est arrivé sur le ring avec Scarlett comme toujours. Bon, Scarlett qui a été un peu anecdotique, c'est-à-dire que Scarlett elle a fait ce qu'elle a fait toujours, c'est-à-dire. Mais sinon, voilà, c'est Karrion Kross qui a parlé. Qui a parlé beaucoup, hein, qui a été très bavard. J'ai mis un à moi parce que j'ai trouvé ce segment excellent pour une raison et je vais vous la donner. Je vais lire mes notes. Donc voilà, il a dit qu'il a récupéré son titre, qu'il est revenu sur son ring. Il a salué le fait que Balor était l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps, mais Finn Balor a fait une erreur. Il croyait que les émotions de Karrion Kross étaient son point faible, alors que tout devient un point fort si on le contrôle, et Kross contrôle absolument tout. Cool. Il dit que le dicton le seul chemin depuis le sommet c'est la chute est un mensonge car personne ne le battra même si NXT a le roster le plus affamé, mais Kross est insatiable et il va plier tout le monde. La raison pour laquelle on est plus sur un A que sur un B, c'est parce que Karrion Kross s'est établi comme un personnage, comment dirais-je, respectueux vis-à-vis de Finn Balor. C'est pas un face turn, on est loin du face turn, mais il s'établit comme il va. J'ai pas envie de dire twinner parce que j'ai horreur de cette expression-là. Puis Karrion Kross est un heel, point. Mais le fait qu'il fasse preuve de respect envers Finn Balor, ça veut dire je vais pouvoir affronter des heels aussi. Tu me diras, il avait déjà affronté Santos Escobar, il a bien prouvé qu'il pouvait affronter des heels aussi, mais ça veut dire que il inscrit son règne dans la durée. C'est-à-dire, je vais pas être le champion méchant, mais qui sait donc qui pourra me détrôner? Non, je suis le champion, point. Je respecte l'ancien champion, mais je suis le champion. Et ça, c'est le truc qui m'a fait être un A plutôt qu'un B. La raison pour laquelle j'ai mis un A-, c'est que j'ai noté ses interactions avec le public faisaient très artificielles, mais le reste était parfait. En fait, c'est pas tant que. Alors, il y a le fait que ses interactions avec le public faisaient artificielles, mais on est encore sur le même public qu'à Takeover. C'est quoi ce public? Alors je me suis pris la tête avec l'un d'entre vous dans mon récap de Takeover au sujet du public. Mais c'est quoi ce public? C'est-à-dire que déjà il m'avait saoulé pendant Takeover, pendant le match Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Et là, alors ils étaient dedans, ils étaient enthousiastes à l'idée de voir Karrion Kross, mais ils chantaient des trucs qui étaient pas spécialement adaptés, quoi. Genre You Deserve It. Je dis pas que Karrion Kross le mérite pas, je dis que You Deserve It pour moi c'est un chant que tu réserves à un catcheur qui a galéré pendant un moment,
ou un jeune catcheur qui a enfin un titre. Genre, ils ont chanté You Deserve It à Raquel Gonzalez, ça c'était mignon. Enfin, il y en a 3 dans le public qui ont chanté You Deserve It à Raquel Gonzalez, ça c'était mignon. You Deserve It à Karrion Kross, qui est vraiment un monstre blanc, un monstre inarrêtable. Je sais pas. Et puis en plus, ensuite, quand Kross tendait le micro vers eux, là, ils fermaient leur gueule. Je me dis, c'est quoi ce public? Ils sont super bizarres. Et là, à ce moment-là, j'avais pas compris. Je m'étais dit juste, Karrion Kross a du mal à interagir avec le public. C'est après, quand il y a eu le match MSK contre Killian Dane et Drake Maverick. J'ai toujours pas vu le match Dane et Maverick contre Breezango à TakeOver. Faut que je le voie. Je sature juste un petit peu là en ce moment du cash. J'ai envie de faire un peu autre chose. Mais voilà, faut que je le voie quand même. Pendant le match MSK contre Killian Dane et Drake Maverick, auquel j'ai mis un C+, parce que pour moi c'était vraiment le niveau de base de Dane et Maverick avaient aucune chance, le match a eu lieu, il était marrant, il y a eu un spot rigolo où Killian Dane a essayé de faire un powerbomb avec Drake Maverick sur un des membres de MSK, bah, j'ai une image pour ça je crois. Voilà. Killian Dane a essayé de faire un powerbomb sur Drake Maverick sur le corps d'un des 2 gars de MSK qui était à terre, mais l'autre a sauvé son pote, du coup, Dane a juste fait un powerbomb sur Drake Maverick. C'est ce qui arrive. Bref, voilà, le match était franchement anecdotique, et alors ce qui m'a vraiment sorti du match, le public a hué MSK. Alors, suite à la discussion que j'ai eue avec l'un d'entre vous dans les commentaires de TakeOver, je veux bien mettre de l'eau dans mon vin, je veux bien dire le public chante ce qu'il veut bien sûr, le public a son avis, et avoir un public qui a un avis qui n'est pas celui que la WWE espère, ça évite effectivement le côté Thunderdome, le côté vraiment le public est là juste pour réagir conformément à ce que la WWE attend d'eux. Juste, il n'y a aucune raison de huer MSK quoi. Enfin je veux dire, la seule raison qui me vient et qui moi franchement m'emmerde, c'est que MSK sont une équipe de babyface un peu vanilla, quoi. Un peu, on est content d'être là, puis on gagne, et puis c'est chouette. Je dis, mais si tu hues ça... Laisse-les le temps d'être contents, quoi. Enfin, ils sont là depuis moins de 2 mois, laisse-les le temps de trouver un personnage, quoi, je sais pas. Ou alors c'est peut-être parce qu'ils sont invaincus, je sais pas, ou je sais pas. Je ne sais pas pourquoi le public a hué MSK. Je suis un peu sur le cul. Je comprends pas. Je comprends pas. Et ça a un peu diminué mon appréciation du match, mais bon, ça c'est voilà, c'est moi, et c'est eux, et ils font ce qu'ils veulent évidemment, et voilà. Et après le match, comment dirais-je, Alexander Wolf est venu sur le ring parce que Alexander Wolf, je vous replace très rapidement le contexte, faisait partie de la même équipe avec Killian Dane avant. Maintenant, Alexander Wolf fait partie d'une autre équipe. Et Alexander Wolf a dit à Killian Dane il y a quelques semaines qu'il ne le reconnaissait plus. Et donc là voilà, Alexander Wolf arrive, se tient face à face avec Killian Dane et Imperium, la nouvelle équipe de laquelle fait partie Alexander Wolf, agresse Dane. J'ai hâte de voir où ça va, mais si j'ai hâte de voir où ça va, c'est plus pour la suite. C'est plus pour la suite. On a un autre segment qui va développer cette histoire-là, et on va en parler. Ensuite, on voit, tiens, je vous dis, on a l'impression que c'est le premier épisode d'une nouvelle saison. Donc, on nous place MSK comme les champions, on nous place Imperium comme un moteur. Imperium, il va se passer des trucs avec Imperium. Et il y a des gens qui se demandaient, elle est où Mercedes Martinez? Nouvelle saison, vous inquiétez pas, Mercedes Martinez sera dedans. On voit Aliyah et Robert Stone aller dans le bureau de William Regal pour réclamer un match pour le titre, j'en sais rien. Mercedes Martinez arrive avant qu'ils aient le temps d'atteindre le bureau et réclame son argent à Robert Stone, puisqu'elle lui doit de l'argent. Mais il lui doit de l'argent. Mais Jessica Mea arrive, interrompt Martinez dans son agression, quoi. Et Martinez la défie à un match. Chouette. Ensuite, parlant de chouette, on voit Adam Cole et Kyle O'Reilly après leur match. Comment dirais-je? Faut que j'arrête de dire comment dirais-je. On voit Adam Cole et Kyle O'Reilly après leur match emportés sur des civières et emmenés en ambulance. Et Adam Cole insulte et menace Kyle O'Reilly, donc je pense que c'est pas fini.
On a ensuite le fameux match Mercedes Martinez contre Jessie Kamea. Bon, globalement, ça va que dans une direction, hein, c'est-à-dire que Kamea mène un peu au début parce que elle agresse Martinez avant le début du match, mais elle se prend très vite la prise de finition de Martinez, qui apparemment s'appelle un bull run, ou s'appelait un bull run, donc disons bull run. Et après le match, Mercedes Martinez agresse Robert Stone, qui lui donne son argent. Et ensuite, dans un spot... Est-ce que j'ai pris une image? Non, j'ai pas pris d'image, c'est dommage, parce que elle va vers les commentateurs, et elle s'adresse directement aux commentateurs, mais en fait, elle s'adresse à Raquel Gonzalez, l'actuelle championne de NXT. Mais du coup, ça donne l'impression qu'elle pense que le commentateur qu'elle a en face d'elle est Raquel Gonzalez. Sauf que réellement, elle parle aux commentateurs parce qu'elle sait que le son des micros des commentateurs va prendre le truc, donc du coup, elle s'adresse à Raquel Gonzalez à travers les micros. Mais là, ça fait vraiment... Dis donc, Raquel Gonzalez, je vais te battre si jamais je te chope, voilà. Et du coup, il y a l'image très très drôle de Mercedes Martinez qui parle à Vic Joseph en s'adressant à Raquel Gonzalez. C'est amusant, c'est amusant. C'est pas une chaussette, une casquette, il y a une grosse différence. Sauf si ta tête ressemble à un pied. Ensuite, nous avons une interview de The Way. Ils sont très hypés pour le main event de ce soir. Indy Hartwell dit qu'elle est contente d'être dans le ring avec Dexter Lumis parce qu'elle a un truc avec Dexter Lumis. Dexter Lumis, son personnage, c'est que c'est plus ou moins un tueur en série, hein, c'est plus ou moins ça le délire. Et Austin Theory se trompe de chemin en partant de l'interview. Bref, c'est toujours rigolo. The Way est toujours Ce que j'aime beaucoup avec ça, mais j'en parlerai dans le main event. Je parlerai de The Way dans le main event et de la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'ambiance de ce qu'ils font. Ensuite, on a une vidéo de Isaiah Swerve Scott qui est dans son labo, comme on dit dans le milieu. Oh là là, j'ai l'air tellement vieux. Il rappelle qu'il a géré à Stand and Deliver. Je suis entièrement d'accord, qu'il est une star, qu'il a déjà battu Leon Ruff, ils ont un match ce soir, mais apparemment il faut qu'il recommence pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de la UI. Eh bien, nous verrons cela. Ensuite, Santos Escobar arrive avec Legado del Fantasma, son équipe. Il dit qu'il est le champion indiscutable, comme son père l'était, comme son fils le sera. Pauvre fiston qui n'a pas le choix dans sa carrière. Tu seras obligé de te jeter par terre parce que des gros monsieur huilés en slip te jetteront par terre. Il propose ensuite un Open Challenge relevé directement par Kushida. Qu'on ne voit pas, c'est dommage, j'aurais pu prendre une meilleure image. Bref, on voit ensuite Kushida. Donc Kushida arrive. Escobar éloigne les Legado del Fantasma en leur disant que Kushida est un loser, puisqu'effectivement Kushida vient de perdre contre Pete Dunne à NXT TakeOver Stand and Deliver. Donc voilà, et il dit vous inquiétez pas, je peux gérer ça. Kushida est une sous-daube. Mais il se prend directement un dropkick dans le dos dès le début du match. Le match est vraiment cool. J'ai écrit Kushida en caleçon, ça fait bizarre, je l'ai toujours vu en jean. Parce que moi je prends les notes importantes, si tu veux. Je me perds déjà dans mes notes, mais je note des trucs genre Kushida est en slip, tu vois, c'est pas le genre de truc qui me fait peur, moi. Il y a eu un spot vraiment cool où Kushida a fait un double underhook suplex du haut du coin et a ensuite enchaîné avec un autre underhook suplex dans le ring en maintenant les bras de Santos Escobar dans son dos et en faisant un ponté pour faire le tomber. Et Santos Escobar, totalement out, a juste réussi à mettre un bout de pied sur la première corde pour échapper au compte de 3. Et allons direct à la fin. Kushida allait se prendre un Phantom Driver, la prise de finition de Santos Escobar, mais suite à une bataille de tombée, genre je fais le tomber, 1, 2, non, je renverse ton tombé, 1, 2, je renverse ton tombé, 1, 2, 3, on a un nouveau champion. Ça, cette image-là. Cool. Cool. Quand je vous dis nouvelle saison, voilà, on a un nouveau champion. Kushida. Je suis partagé entre plein de bonnes choses et plein de mauvaises choses. C'est-à-dire que le match était vraiment excellent. C'est pour ça qu'on est dans le A, c'est indiscutable. Ok, on a un A. La fin est très surprenante et ça, généralement, c'est une bonne chose. Sauf quand c'est Randy Orton qui bat The Fiend, par exemple. Mais bon, généralement, c'est une bonne chose. Par contre, en termes de timing, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de faire gagner Kushida face au Santos Escobar. Santos Escobar vient de battre Jordan Devlin dans un championnat dans un match qui couronnait le champion indiscutable de la division Cruiserweight. Et Kushida vient de perdre contre Pete Dunne. Est-ce que c'est le bon moment ? Ça se discute. Là, j'allais faire une référence qu'aucun de vous n'allait avoir, parce que vous êtes tous 5 à 10 ans plus jeunes que moi.
Et puis voir Kushida gagner avec un roll-up, c'est un peu décevant aussi, mais voir Kushida champion, c'est vraiment trop cool. Voilà, on est sur du A-. Il me semble qu'on est sur du A-. Ensuite, on a Ciampa et Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher en coulisses. Thatcher dit que Walter a testé leur loyauté et que maintenant ils sont plus forts que jamais en tant qu'équipe, qui peuvent faire face à une nouvelle NXT. Et du coup, ils ont le choix entre le nouveau champion du monde, Karrion Kross, et les nouveaux champions par équipe, MSK. Ils ont le choix dans leur voix, c'est pas une contrepétrie. Ils choisissent MSK. Cool! Il reste en équipe, ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a Kushida à la pharmacie. William Regal, le général manager de NXT, le félicite. Jordan Devlin arrive et le félicite aussi, mais il lui dit qu'il est l'homme le plus chanceux du monde parce qu'il doit rentrer chez lui là, mais il reviendra. Et il est toujours le meilleur catcheur en dessous de 205 livres parce que, n'est-ce pas, ce n'est pas... comment il l'a dit, on ne détermine pas un champion à la vitesse à laquelle il monte à une échelle. Bref, grosse mauvaise foi de la part de Jordan Devlin, mais j'aime beaucoup ça dans son personnage. Ensuite, Dakota Kai est sur le ring et annonce la nouvelle championne de NXT, Raquel Gonzalez. J'ai écrit 3 gars dans le public chantent You Deserve It. Elle dit qu'elle aurait dû faire ses débuts lors du premier NXT sur USA Network, mais qu'elle n'était pas prête et qu'elle s'est jurée que ça n'arriverait jamais, que la prochaine fois que ce sera son tour, elle sera prête. Et voilà, et elle l'a prouvé. Elle reconnaît l'implication de Dakota Kai dans son parcours, et ça c'était un peu mignon. Elle la remercie. Gonzalez dit également qu'elle respecte Io Shirai. Pour moi, là par contre, on a un face turn. Pour moi, Raquel Gonzalez est devenue face, notamment avec ce qu'on a eu après. Elle dit qu'Io Shirai a été une super championne, mais que l'ère de Raquel Gonzalez a officiellement commencé. La lumière s'éteint, et qui c'est qu'arrive? Qui c'est qu'arrive? Frankie Monet et Frankie tout court. Le chien s'appelle vraiment Frankie dans la vraie vie, c'est pour ça que j'ai écrit Frankie tout court. Le chien n'a pas été présenté. Je sais pas si je suis très à l'aise avec le fait que le chien soit là. Il m'a pas semblé. Je sais pas. Il m'a pas semblé paniqué, mais je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise que ce petit chien soit entouré de monde comme ça. Je sais pas. Mais il est adorable, mais je sais pas. Moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise, un tout petit peu. Et Frankie Monet fait la promo heel la plus fade que j'ai entendue depuis très longtemps. C'est-à-dire Lacey Evans, mais comment je dirais ça, pas l'élégance en moins. Elle a l'élégance. C'est juste que Lacey Evans, elle en fait vraiment trop. Elle est vraiment la superbe en moins, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que Frankie Monet fait vraiment une promo je suis très bonne et je suis tellement élégante et je vais te battre. Et là-dessus, Raquel Gonzalez lui dit, si tu penses que tu vas me battre, ah non, comment elle lui dit? Elle lui dit que elle a de la chance elle dit à Frankie Monet que Frankie Monet a de la chance que Raquel Gonzalez soit dans un bon jour, sinon elle lui enfoncerait son chien dans le cul. Elle a dit culo, mais moi je fais la traduction, française, anglais, espagnol. Vous savez ce que je veux dire. Et là-dessus, et je regrette de ne pas vous montrer mes notes là. Je regrette de ne pas vous montrer mes notes. On a la musique de Rhea Ripley. Je vous lis ce que j'ai écrit littéralement, en majuscule. Ripley arrive, point d'exclamation. Quoi, 3 points d'exclamation, oulala, point, oulala, la, 2A, point. Parce que je m'y attendais pas, je m'y attendais absolument pas, et Raquel Gonzalez, parce que pour moi c'était, voilà, Raquel Gonzalez fait sa promo, Frankie Monet, je suis la prochaine sur la liste, très bien, tu vas perdre, et là, this is my brutality. Quoi? Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Alors sur le coup je me suis dit est-ce qu'elles vont se battre, mais en fait non, mais je me suis rien dit du tout. Je me suis dit oh, replay NXT, oui. Bon voilà, replay arrive. C'est uniquement pour ça que le segment a un A
Parce que la fin était... J'étais tellement content. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais content. Donc, Rhea Ripley arrive sur le ring. Au départ, elles se dévisagent, puis elles finissent par se sourire. Et on sait maintenant qu'elles sont amies parce qu'elles ont eu une rivalité l'année dernière. Enfin, en début d'année, je sais plus. Bon, bref. Elles ont eu une rivalité récemment et puis on a vu qu'elles étaient très amies, très proches. Elles trinquent avec leur titre, donc le titre de Raw et le titre de NXT. Et là-dessus, Bianca Belair arrive. Et là, je me dis, ah d'accord, je vois ce que vous essayez de faire et c'est vraiment trop cool. Bianca Belair monte sur le ring et il montre une photo de Rhea Ripley, Bianca Belair et Raquel Gonzalez qui date d'avant. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux très facilement en ce moment, je suis un peu fatigué. Mais j'ai eu les larmes aux yeux parce que les trois femmes, je les ai découvertes dans le Mae Classic de 2017. Je suis même pas sûr de l'avoir regardé en entier. Je pense que j'ai regardé les matchs des catcheuses soit que j'avais vu dans le Mae Classic 2018 que j'ai vraiment regardé en entier, ou celle qui était sur le roster principal. Mais bref, c'est là que j'ai découvert Mia Yim, c'est là que j'ai découvert aussi Sarah Logan, c'est là que j'ai découvert Shayna Baszler, enfin voilà, c'est là que j'ai découvert plein de catcheuses. Et donc Rhea Ripley qui avait zéro personnalité, Raquel Gonzalez quand elle était encore Reina Gonzalez, et les voir là toutes les trois championnes, ça, il y a quelque chose de très satisfaisant et de très beau de voir des catcheurs en 4 ans passer de totalement inconnus à championne, et tu les as suivis tout du long. Et ça fait du bien. J'ai écrit petite pensée à Shayna Baszler qui est championne aussi, mais d'une division qui sent la merde, donc ça compte pas. Voilà. Et en même temps, si Shayna Baszler était là, ça aurait sonné faux, parce que Shayna Baszler, tout son personnage, c'est être une heel, donc ça fonctionnerait moins bien, je pense. Mais bon, petite pensée à elle, quand même. Ensuite, Pete Dundee qui veut un titre. Ensuite, oh là 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 là. Alors, William Regal parle d'abord de Sarray, la nouvelle catcheuse japonaise qu'ils ont signée là, le mois dernier. Mais il dit à la personne qui lui pose la question, qui ne sait pas quand elle débutera encore, il rentre dans son bureau et Roderick Strong et Marina Shafir, sa femme dans la vraie vie, sont dans le bureau de William Regal. Et Strong présente une enveloppe à William Regal en lui disant qu'il en a fini. Regal lui demande s'il en est sûr, il confirme. Donc du coup voilà, Strong a démissionné de NXT. La raison pour laquelle j'ai mis un B à ce segment-là, c'est que je trouve ça très c'est quelque chose d'important et qui passe vraiment dans un segment très rapide, en coulisses, sans tambour ni trompette. Et je me dis en même temps, si j'étais Roderick Strong et que je voulais me barrer, je chercherais pas à faire oui, alors j'en ai marre, tout ce qui est... Non, je dirais, ça y est, j'en ai plein le cul. Il y a quelque chose de l'ordre de la déprime là, chez Roderick Strong, et ça joue là-dessus, et je trouve ça vachement bien. J'espère que ça veut pas dire qu'il va sur le roster principal. J'espère très très fort qu'il va pas aller sur le roster principal. Ni à Raw ni à SmackDown, parce qu'ils sauront jamais quoi faire de lui. Je veux dire, Roderick Strong, c'est le catcheur. Même quand t'es fan de NXT, je pense qu'il faut un temps pour commencer à apprécier le personnage de Roderick Strong. Qu'est-ce que tu veux que les gars qui n'ont pas su quoi faire d'Alistair Black, de Keith Lee, de Ricochet, les gars, tu leur dis, fais ce que tu sais faire, et puis hop, là, tu regardes l'argent tomber du ciel. Roderick Strong, ça demande un petit peu plus de travail. J'espère vraiment qu'il ira pas sur le roster principal. Ensuite, nous avons eu le fameux match Leon Ruff contre Isaiah Swerve Scott, qui était évidemment excellent. Beaucoup de prises très athlétiques. Ils ont sauté partout. Est-ce que j'ai noté des trucs? J'ai noté Springboard Cutter, j'ai noté Hurricane Rana du haut du coin. Bref, match spectaculaire. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. C'est peut-être le meilleur match de la soirée. Je regarde vite fait les matchs qu'on a eu, mais oui, je pense que c'est le meilleur match. Kushida contre Escobar, il s'est terminé un petit peu vite. Et le main event, je parlerai du main event quand ça sera le temps, mais c'est très différent. Donc, voici, c'est pas le meilleur match de la soirée, c'est un des deux meilleurs. Il a très bon match. Et Scott gagne. Ensuite,
Zoe Stark est interviewée. Elle dit qu'elle est... Vous voyez, quand je vous dis nouvelle saison, voilà, Roderick Strong, c'est celui qui part de voilà, Raquel Gonzalez, nouvelle championne, Kushida, nouveau champion. Il y a tous les nouveaux pions commencent à se mettre en place. Zoe Stark et Mercedes Martinez seront une partie intégrante de la nouvelle division féminine. Martinez interrompt l'interview de Zoe Stark et lui la traite de rookie. Bref, on va avoir un match Zoe Stark contre Mercedes Martinez. Ensuite, on a une vidéo de Walter. C'est le gros monsieur, j'ai juste mis Imperium. Walter, c'est lui. Walter qui rappelle qu'il est génial et qui nous dit que Imperium va s'agrandir. Yes, tout à fait pour qu'il y ait une partie d'Imperium à NXT UK et une partie d'Imperium à NXT. Ça pourrait être extrêmement cool. Extrêmement cool. Ensuite, Isaiah Swerve Scott était interviewé, mais il est interrompu par Leon Ruff, qui lui pète la gueule, qui lui éclate la tête contre les casiers qui étaient derrière, et qui ensuite lui met une caisse de matos dans la face, et Leon Ruff lui dit que ça sera fini quand il dira que c'est fini. On a son petit tempérament là, Leon Ruff, là, il commence à se réveiller. J'aime bien ça, j'aime bien Leon Ruff, il est cool. Et alors ensuite on a le main event, et j'étais vraiment parti pour lui foutre une sale note. The Way, composé de Austin Theory, Johnny Gargano, Indy Hartwell et Candice LeRae, contre Shotzi Blackheart et Ember Moon, actuelle championne par équipe de NXT, championne féminine, ça veut rien dire, championne par équipe de NXT, Dexter Lumis, qui est un tueur en série, et Bronson Reed. Et... Ah, c'est un chat. Dès le début, je me suis dit, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. D'une part, Dexter Lumis se font absolument pas dans la masse dans cette équipe-là. Nous avons un problème de Dexter Lumis. Ensuite, il y a eu tous les problèmes que j'aime pas dans les matchs mixtes, c'est-à-dire au niveau du timing, c'est n'importe quoi parce que les hommes ne peuvent affronter que les hommes et les femmes que les femmes, sauf qu'il y a cette espèce de tolérance de merde que je supporte pas, que quand les femmes attaquent les hommes, quand les hommes attaquent les femmes, ah non mon dieu c'est scandaleux, puis ça n'arrive pratiquement jamais, c'est juste un heel qui fait ça, et puis mon dieu quel déshonneur, alors que quand les femmes attaquent les autres, ouais, women power, bravo, quel empowerment, c'est génial. Je dis, au bout d'un moment, les règles sont les règles, c'est-à-dire que si c'est ok que les femmes attaquent les hommes dans les matchs mixtes, c'est ok que les hommes attaquent les femmes dans les matchs mixtes. Ou alors c'est pas ok, et à ce moment-là c'est disqualification, ce qui serait dur, mais ce qui serait juste. Bref, tous ce genre de trucs là qui me saoulent très très fort, donc j'étais parti pour lui mettre un D. C'était tellement drôle. J'ai pas arrêté de sourire pendant tout le match, et je me suis dit... Est-ce que t'as passé un mauvais moment? C'est-à-dire que il respecte aucune règle, voilà. Mais au bout du compte, est-ce que c'est un match que tu regrettes d'avoir vu? Est-ce que tu t'es fait chier? Est-ce que ça mérite un dé? Et puis quand je me base juste sur le ressenti, quoi, juste sur ce que le match devait être et est-ce qu'il l'a été, je dis oui, le match était marrant, le match était fun. Par exemple, Bronson Reed a fait un Samoan Drop sur Austin Theory et Johnny Gargano comme si c'était facile. J'en reviens pas de la force de Bronson Reed. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Candice LeRae qui a tenté un diving shoulder block, donc globalement elle était sur le coin, puis elle a tenté de mettre un coup d'épaule sur Bronson Reed, qui a pas bougé d'un millimètre, alors que Candice LeRae s'est écrasée par terre. Candice LeRae qui a très bien joué, mais Candice LeRae est une excellente catcheuse. Mais quand Indy Hartwell et Bronson, parce que l'histoire du match c'était que Indy Hartwell essayait de conclure avec Dexter Lumis, parce que Indy Hartwell c'est un peu The Way fonctionne comme une famille avec papa Johnny Gargano et maman Candice LeRae avec les ados Dexter Lumis et Indy Hartwell, et Indy Hartwell elle est amoureuse du mauvais garçon Dexter Lumis. Mauvais garçon, c'est un tueur en série, son personnage c'est un tueur en série, bref. Et dès qu'il commence à devenir un peu proche, genre quand Dexter Lumis regarde Indy Hartwell elle fait... Ça m'a fait rire. Quand il commence à devenir trop proche, t'as Candice LeRae qui s'énerve et qui fait un tornado DDT sur Dexter Lumis. T'as Shotzi Blackheart qui regarde... T'as tous les... Est-ce que j'ai une image de ça? Ça va être plus simple.
Oui, j'ai une image de ça. T'as tous les catcheurs qui sont à l'extérieur du ring et t'as Shotzi Blackheart qui demande à Bronson Reed « Hey, use me, utilise-moi, utilise-moi ». Bronson Reed qui la soulève à bout de bras et qui la lance sur les autres. À la fin, Dexter Lumis porte le silence, sa prise de soumission sur Johnny Gargano et Indy Hartwell qui pourrait interrompre la prise se demande si elle veut le faire parce que quand même elle est amoureuse de Dexter Lumis et sa stratégie c'est de faire comme si elle était inconsciente. Du coup Dexter Lumis se rapproche. Moi je me dis est-ce que Dexter Lumis est attiré par Indy Hartwell et il l'a jamais dit? Et on a eu la réponse après, c'est que Dexter Lumis c'est pas tant qu'il est attiré par Indy Hartwell, c'est que c'est quelqu'un qui kidnappe les gens et du coup il s'est dit hey, elle a l'air inconsciente, je vais la kidnapper. Et Indy Hartwell était ravi ravi de se faire kidnapper. C'était tellement con. C'était tellement con, c'était parfait. Et à la fin, tout le monde fait sa prise de... Ah non, Ember Moon a fait... Oui, c'est ça, tout le monde. Tout le monde fait sa prise de finition sur Austin Theory. Ember Moon fait un total eclipse du haut des épaules de Bronson Reed sur Austin Theory. Il me semble que Shotzi Blackheart fait son senton sur Austin Theory. Et Bronson Reed fait le tsunami sur... J'adore cette prise de finition, j'adore ce nom. C'est juste un frog splash, mais un frog splash fait par quelqu'un qui pèse plus de 150 kilos et qui appelle ça le tsunami. C'est brillant. Tomber, les gentils gagnent. Et c'est cool! J'ai écrit B, 2 points. C'était complètement con. Écoutez, j'ai adoré. Au départ, j'étais bougon, j'étais un match mixte, c'est pas terrible. Et puis pourquoi est-ce que de toute façon il n'y a pas d'histoire et puis ça ne marche pas. Enfin, et puis à la fin, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Donc, et c'était le but. Donc le but a été atteint. Donc B, nous allons aborder le récap de AEW Dynamite. Et nous sommes petit par Balthazar. Alors, concernant le récap de Dynamite, je vais tenter quelque chose. Il y a 2 semaines, vous m'avez entendu relativement salé, et voilà, je le fus. Et j'ai une remarque qu'on m'a dit souvent, c'est ne te retiens pas, regarde tes vidéos pour avoir ton opinion, n'hésite pas à être salé, n'hésite pas à remarquer, à dire les choses qui te plaisent pas, n'hésite pas à être brut quoi, sur ton opinion. Aujourd'hui, on va essayer ça. On va essayer, je vous dis, tout ce qui ne me plaît pas à Dynamite. Tu as le droit, oui, non, mais ça, je sais bien que j'ai le droit. La question, c'est est-ce que je prends ce droit ou pas. Là, on va essayer. De 2 choses l'une. Si je vois que ça se passe bien, et sur le live et dans les commentaires sur YouTube après, voilà, on continuera de faire comme ça. Si j'entends ça se passe bien, je ne vais pas me prendre une avalanche de merde. Si je vois que c'est trop chiant, j'aviserai en conséquence. Soit je continuerai de vous donner mon avis sur Dynamite, mais en pensant au fait que mon avis n'est que mon avis, qu'il faut que je vous parle de ce que le public semble avoir pensé d'une façon générale, soit juste j'arrête de faire des récaps de Dynamite parce que, merde, quoi. je parle pas de catch pour m'en prendre plein la gueule derrière, si tu veux. Voilà. Accrochez vos ceintures, c'est parti! J'en ai plein le cul des Young Bucks. Alors les Young Bucks, dès le début parce que vous m'avez pas entendu parler de l'épisode de la semaine dernière, quand les Young Bucks ont refait leur truc là, la semaine dernière, j'ai soupiré, j'en avais marre. Globalement les Young Bucks, est-ce qu'ils vont rejoindre Kenny Omega et les Good Brothers? Ah non, ils vont pas les rejoindre, mais quand même c'est leur ami, mais quand même la semaine dernière vraiment j'en avais plein le cul. Là ils font une promo où ils disent voilà, ils disent qu'ils sont heel, c'est bien qu'ils soient fixés parce qu'avec Omega ils sont une famille et qu'ils ne se reconnaissent plus et qu'ils vont présenter un nouveau visage au public. Donc voilà, les Young Bucks sont heel de chez heel. Ok. C'est bien qu'il se soit fixé. Ça, c'est chouette. Ensuite, on a une vidéo de MJF qui essaye de corrompre Mike Tyson, qui sera le Special Enforcer du match entre Chris Jericho et Dax Harwood. Donc Chris Jericho, le leader de l'Inner Circle, contre Dax Harwood, un des membres du Pinacle. Mais Mike Tyson ne se laisse pas corrompre. Je ne vais pas parler de ce que je pense personnellement de Mike Tyson. C'est un personnage, et on va passer à la suite.
Nous avons le match de championnat, les Young Bucks contre Pac et Rey Fénix. On va commencer par dire clairement, si j'étais resté sur mon ancienne mentalité, de essaye de jauger ton opinion par rapport à voilà, ça aurait été un A-. Je suis descendu à B parce que à aucun moment j'ai cru que Pac et Rey Fénix allaient gagner parce que tout le match a été construit pour les Young Bucks. Tout le match a été... Alors, les Young Bucks arrivent, ils ont un costume avec des petites ailes d'ange. Ha ha ha, c'est ironique. Mais globalement, ils ont la même musique d'entrée, ils ont le même style de catch. Enfin, ils sont exactement pareils. Sauf que maintenant, ils sont heal, quoi. Du coup, j'ai trouvé le match très long parce que je me suis dit, Pac et Rey Fénix n'ont absolument aucune chance de gagner. Et je voulais pas penser ça. J'espérais que le match des Young Bucks entre Pac et Rey Fénix serait plus... Je sais pas, peut-être pas à un PPV, mais peut-être à... Puis il y avait aussi le fait que Pac et Rey Fénix sont clairement des heals. Et du coup, c'est un match heal contre heal, et Pac et Rey Fénix devenaient les face par défaut, mais Pac n'est pas un personnage face, et Rey Fénix n'est pas un personnage face, et du coup, ça collait pas. Je peux pas descendre en dessous de B, parce que le match était vraiment incroyable, il y a eu plein de spots vraiment très sympas. J'ai noté Rey Fénix et Nick Jackson qui font un Poison Rana ensemble à l'extérieur du ring. Puis Nick Jackson fait un super kick sur Rey Fénix qui se retrouve dans le public et qui revient en faisant un rolling cutter sur Jackson. Enfin, c'était vraiment cool. Le match en lui-même était vraiment sympa. Au milieu du match, Matt Jackson a fait des parodies de moquerie. C'était un peu long. Et le match s'est terminé quand les Bucks ont fait je sais plus lequel des deux, a fait un low blow sur Pac et a retiré le masque de Rey Fénix. Et j'ai vu des avis sur internet, ah là je sais qu'ils sont heal parce qu'ils ont retiré le masque de Rey Fénix et ça vraiment ça se fait pas, ça c'est pas bien. Ils ont retiré le masque de Pentagon quand ils étaient face à Double or Nothing il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Et ça c'est le truc qui me frustre énormément, c'est que le public est très patient avec AEW. Oui, retirer le masque, c'est un truc de heal. Oui, et aucun problème là-dessus. Ils devraient pas le faire. Les commentateurs, d'ailleurs, ont joué le jeu en disant si c'était au Mexique, ils seraient disqualifiés. Ce qui est vrai, c'est une règle du lucha, du lucha libre, c'est que si tu retires le masque d'un catcheur masqué, t'es disqualifié. Mais pas aux États-Unis, voilà. Bref, c'était un mouvement de heal, mais c'est un truc qu'ils faisaient déjà quand ils étaient face. C'est les Young Bucks n'ont pratiquement pas changé, et ça me j'en ai plein le cul des Young Bucks. Voilà, juste j'en ai plein le cul des Young Bucks. Et c'est pas. Il y a une différence, je vous ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique. Il y a une différence entre la hit qu'a un heal qui fonctionne, c'est-à-dire je te déteste, j'espère que tu vas te faire battre. À 100% MJF. MJF est un excellent heal pour ça, c'est-à-dire que je veux voir MJF toutes les semaines parce que je veux qu'il m'énerve et me dire, lui, quand il se fera battre, mais je vais être tellement content. Il y a une différence entre ça et ce qu'en anglais ils appellent la go away hit, c'est-à-dire, je suis pas content parce que je vois, mais c'est pas contre le personnage que j'en veux, c'est contre la production. Quand Daenerys a fait son heel turn dans la dernière saison de Game of Thrones, c'était de la go away hit. Vous n'étiez pas en colère contre Daenerys, la plupart d'entre vous. Comment ? C'est pas du catch. Quand Daenerys a fait son heel turn, donc visage dans la dernière saison, vous n'étiez pas en colère contre Daenerys, vous étiez en colère contre HBO. Voilà. Et là, vraiment, j'ai pas envie que les Bucks se fassent battre, je veux plus voir les Bucks. Ils me sortent par le cul, j'en ai plein le cul. Voilà. Ensuite, on a eu une promo avec... C'est sympa d'avoir mon avis, hein. Ensuite, on a une promo... Non, je suis pas en train de saler depuis tout à l'heure, je les ai juste prévenus que je serais... Je tente de ne pas mettre de filtre sur mon opinion sur Dynamite. Bah, c'est très bien. Voilà. Ensuite, on voit Hangman Page avec le Dark Order, et très subtil. On lui demande ce qu'il pense de Kenny Omega et des Young Bucks, du coup, puisqu'il faisait partie de The Elite il y a encore récemment, et ils sont en train de faire de la merde, qu'est-ce qu'il en pense? Et Hangman Page dit excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. John Silver va beaucoup mieux. Il tape sur l'épaule de John Silver, et Silver fait ah ouais. Quoi, c'est l'autre épaule. Ah oui, du coup j'ai mal aux 2 épaules maintenant. Et ils disent ouais, puis on va célébrer le fait qu'il aille mieux avec des bières. Qui veut des bières? Tout le monde veut des bières. Très subtil. C'est une façon très subtile de raconter l'histoire entre Hangman Page et Kenny Omega, que les deux évitent le sujet.
Enfin, Kenny Omega, il évite le sujet parce qu'il est défoncé à lui-même. Et Hangman Page, il évite le sujet parce qu'il évite le sujet. Il n'a pas l'intention de... Il se tient le plus éloigné possible de The Elite. Je trouve ça très subtil. Pourquoi j'ai mis un moins? Non, pas moins, j'ai juste mis un moins. J'ai mis un B-. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Je sais plus. Ça me revient pas. Ça me revient pas. Désolé. À partir du principe que c'est un B. Et voilà. Ensuite, on a... Ah, ça c'était nul. On a une interview de l'Inner Circle avec Mike Tyson qui est là aussi. Et alors, le face turn de Chris Jericho ne fonctionne pas. J'ai vraiment l'impression qu'il est au second degré. J'ai vraiment l'impression que... Avec l'Inner Circle, on a fait des mauvaises choses, mais... Maintenant, on a décidé de se racheter une conduite. Et la chose la plus importante, c'est de demander pardon. Et la première chose que j'ai faite, c'est demander pardon à Mike Tyson parce que j'ai été méchant avec lui. Est-ce que je suis censé croire que Chris Jericho est devenu gentil là, ou est-ce que je suis censé croire que Chris Jericho se fout de la gueule de tous les gentils de l'univers et qu'il est resté heel? Parce que il n'est pas resté heel, il est face, ça y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pour moi, le seul univers où c'est crédible, là, c'est si Chris Jericho est resté heel, mais c'est un heel comique, et du coup, il est un peu moins heel. Et que du coup, il a manipulé Mike Tyson parce qu'il voulait quelqu'un dans son coin pour affronter le pinacle, mais je sais pas. Et alors après, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais ça n'a aucun sens. Chris Jericho dit à Mike Tyson, je veux surtout pas que tu me donnes de traitement spécial, je veux que tu sois impartial dans le match. Pourquoi Chris Jericho dirait ça? Et me dites pas qu'il a eu une épiphanie, que Chris Jericho veut plus tricher, ça colle absolument pas avec son personnage. Si Chris Jericho a été touché par la lumière, pourquoi l'Inner Circle lui laisse dire ça? Il suffisait qu'il le dise pas. Il suffisait qu'il dise à Mike Tyson, je fais confiance à Mike Tyson. Point, voilà. Pas... Mais attention Mike Tyson, hein, t'es gentil, tu respectes bien les règles, hein. Même si nous on triche, tu nous laisses pas tricher. Ça c'est vraiment trop, et je trouve ça ridicule, et je trouve que ça ne va absolument pas avec le personnage de Chris Jericho. Voilà. Donc un D. Ensuite on a eu le match de Red Velvet contre Jade Cargill. Ça fait du bien de retourner à quelque chose de... Je sais qui est face, je sais qui est heel, je sais pourquoi elles se battent, je sais, voilà, ok. Le match. Bon, petit problème qui est assez récurrent à AEW, mais pas tant que ça. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a pas photo sur qui va gagner. C'est un problème que... Mais c'est aussi un problème qu'a NXT UK, et quand le match est bon, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Là, pour le coup, j'ai trouvé le match très court. J'ai trouvé que Red Velvet a à peine eu l'occasion de briller, quoi. Et c'est un peu dommage. Maintenant, Jade Cargill est vraiment impressionnante. Jade Cargill va sans doute être une force vraiment très, très présente dans la division féminine de AEW. Donc ça, c'était cool. Donc c'est plus. Voilà, le match était pas spécialement bon, mais hâte de voir ce qu'ils ont prévu pour Jade Cargill. Ensuite, et comme j'ai dit que j'allais vous parler de tout ce qui me pose problème, c'est quoi ce Power Rankings de merde? Alors, Britt Baker et Rebel, j'ai écrit Rebel sont interviewés par Tony Schiavone, et on voit le système de classement de la division derrière. Globalement, elles disent que Red Velvet est en numéro 2, mais qu'elle vient de perdre, donc elle va se retrouver à... on voit pas bien les trucs. Hop là. Voilà. Elle dit qu'elle va perdre, donc elle va se retrouver à... Red Velvet va se retrouver à 5 victoires, 1 défaite. Voilà. Donc du coup, elle va se retrouver derrière Britt Baker, qui est à 7 victoires et 1 défaite, logiquement. Sauf que... Allons-y. Britt Baker dit qu'elle va cacher à Dark Elevation lundi soir pour accroître son nombre de victoires. Je vais lire ce que j'ai écrit. J'ai 3 énormes problèmes avec ce système. Le plus évident, une victoire contre Jobbeuse numéro 26 devrait pas compter autant qu'une victoire contre la femme classée numéro 2. Jade Cargill vient de battre la femme classée numéro 2. Elle devrait être numéro 2 ou numéro 1. Ça n'aurait aucun sens, mais numéro 2 au moins. Ou dans le classement, juste, bref. Deuxièmement, essayez de me justifier ce classement mathématiquement. Ça n'a aucun sens. Genre, regardez ça. J'aurais dû faire une image plus grande, je suis désolé. D'où
7 victoires et 1 défaite, c'est moins bien que 5 victoires et 0 défaite. D'où. Et si vous me dites, être invaincu, ça te donne un bonus. Ok, pourquoi Tainara Conti est toujours première avec 2 défaites? Et quelle que soit la façon dont vous trouvez le moyen de vous démerder avec ça, pourquoi Thunder Rosa est dernière Nyla Rose, alors que là, 1 victoire de plus et autant de défaites, ça n'a aucun sens. Et même si ça avait un sens, attendez, bougez pas, hop là. Je sais pas si... Ouais. Même si ça avait un sens. Regardez, je vous montre des perles des classements d'avant. Ça, c'est le classement en début d'année, la première semaine de l'année. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre, la seule équipe qui a une victoire, elle est 5e du classement. Et si vous me dites, oui, mais c'est parce qu'il compte un peu le truc d'avant, pourquoi il réinitialise au début d'année s'il compte le truc d'avant? Et ensuite, pouf! Qu'est-ce que c'est que ça? Hangman Page et c'était plutôt dans l'année ça. Hangman Page et Jungle Boy ont le même ratio. Il y en a un qui est premier, l'autre qui est troisième. Et Moxley et Cody Rhodes ont la même truc. Et il y en a un qui est deuxième, l'autre qui est cinquième. Ils en ont rien. Ça n'a aucun. Ce classement et le classement de cette semaine. Donc Moxley est deuxième, Cody quatrième, alors qu'ils ont le même score. Powerhouse Hobbs a 5 victoires, 0 défaites. Jungle Boy a 4 victoires, 0 défaites. Mais Powerhouse Hobbs est 2 places derrière. Ok. Et je vous parle même pas de ce qu'on voit pas. Brian Cage, il est à 6 victoires et 1 défaite. Il est pas dans le classement, alors que techniquement, il est meilleur que Jon Moxley. Preston Vance, le numéro 10 du Dark Order, il est à 7 victoires et 1 défaite. 2 victoires de plus que Moxley, il est pas dans le classement. Bon. Moi, je dis... Miaou. Je peux pas dire mieux que ça, miaou. Voilà. Non, sans déconner. Soit ils arrêtent de faire le classement, soit ils admettent que c'est de la merde et qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. En plus, le coup de faire un Power Rankings basé sur les victoires et les défaites, c'est vraiment excellent. C'est une très bonne idée. Mais faites-le, quoi. Faites-le pas à moitié qui sort du cul. Voilà. Et j'ajouterai aussi, donc là, on a vu Britt Baker. Je vais lire ce que j'ai écrit. Il y a des gens qui me demandent souvent comment j'améliorerai la division féminine, ou bien certains qui me disent « Ah, ce serait trop chiant d'avoir des promos tout le temps de tout le monde ». Britt Baker, elle est là toutes les semaines pour établir son personnage, pour dire contre qui elle est en rivalité. C'est pas chiant, c'est 2 minutes, et elle est là. Ça maintient le truc, ça fait vivre l'histoire. Donc non, c'est tout à fait possible, c'est juste qu'ils le font pas. Ah, ça libère quand même, hein. Ensuite, Anthony Ogogo contre, vous le voyez pas, mais c'est Cole Carter, comment dirais-je, un jobber on ne sait pas qui c'est. Ogogo a gagné, faut pas que je me moque de son nom. C'est très difficile, le mec s'appelle Anthony Ogogo, c'est très difficile. Mais c'est un champion olympique. Il a gagné une médaille aux Jeux Olympiques, il me semble, ou alors il a participé, mais il me semble qu'il a gagné une médaille. En boxe, je crois, sans dire de conneries. La raison pour laquelle j'ai mis un B- à ce match-là, c'est que je suis très partagé. J'aime beaucoup très vite ce qui s'est passé. Le match a duré moins d'1 minute. Ogogo a mis un crochet du droit dans le foie de son adversaire qui s'est trouvé KO. L'arbitre a sonné la disqualification. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup les matchs qui se terminent par KO technique. C'est, pour moi, ça t'établit un personnage, mais voilà. Lui, il te met un coup de poing dans le bide, le match est fini. Donc, ok, personnage fort, très bien, et puis logique, il est boxeur, tout fonctionne très bien. La raison pour laquelle on est sur du moins, c'est... Je suis pas sûr que ça a été bien fait dans le sens où des coups de poing on en voit, quoi, si vous voulez, dans le catch. On envoie des coups de poing. Alors certes, c'est un boxeur, machin truc, mais c'est pas comme si on voyait jamais de coups de poing, quoi. Et moi, ce que j'aurais fait pour que ça soit vraiment parfait, c'est il met un premier coup de poing, le gars tombe à terre, le gars respire à peine, le gars est, voilà, est KO. Nous, en tant que spectateurs, on voit quoi, que le coup de poing a été dévastateur, mais le match continue. C'est-à-dire que l'arbitre, il se dit pas « Ah, cette personne est par terre, se défend !» L'arbitre lui demande s'il veut continuer.
Le gars dit ouais, c'est bon, je peux continuer. Ou le gars dit non, je peux plus continuer, je suis en train de me chier dessus. Bref, une interaction, quoi. Moi, j'aurais fait que le match continue. Et Ogogo, soit lui en colle un deuxième, soit, enfin, je sais pas, le finit. Et là, l'arbitre se dit non, bah, attendez, il pouvait déjà plus répondre. Puis nous, on avait compris, si tu veux. On avait compris, il était KO après le premier, il aurait pas dû continuer. Bref, voilà. Pour moi, ça a été un peu rapide. Mais c'est vraiment une façon très efficace de présenter le personnage de Anthony Ogogo. Donc, on est quand même dans le B. Ensuite, on a une promo. Ah, ils ont réveillé Miro, enfin! Il dit qu'il aimerait pouvoir parler à Kip Sabian, son ami, parce que ils ont perdu le match Arcade Anarchy à cause de lui, mais que Kip Sabian n'est pas là, et que ça agace un peu Miro, parce que il est pas très patient, et que il dit qu'il va continuer son chemin avec ou sans lui, et qu'il va atteindre le titre qu'il est venu chercher, et il suggère à tous les champions, à tous ceux qui portent de l'or dans AEW, de cacher leur ceinture et de disparaître avant qu'ils ne les trouvent. Très cool. Ensuite, on a eu un excellent match entre Chris Jericho et Dax Harwood. J'ai écrit, parce que je me suis dit, je vais noter tout ce qui m'emmerde. Je déteste le fait que les catcheurs chantent la musique de Jericho à chaque fois qu'il vient sur le ring. La première fois sur le bateau, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Rock and Wrestling, je sais pas quoi. La première fois, c'était vraiment spécial, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Maintenant, c'est extrêmement forcé. Tu sens que... ah, la musique de Jericho, faut qu'on chante. Voilà. Mais le match était vraiment très cool. J'ai pris plusieurs notes, mais globalement, voilà, dès le début, Mike Tyson a empêché Jericho de tricher, a empêché Dax Harwood de tricher. Ça les a pas empêchés de trouver des moyens de tricher quand même. Donc ça, c'était chouette. À un moment donné, Cash Wheeler, donc le partenaire par équipe de Dax Harwood, a mis un coup de poing à Chris Jericho pendant qu'il portait le Wall of Jericho sur Dax Harwood. Mike Tyson allait venir l'engueuler, mais Sammy Guevara s'est jeté sur Cash Wheeler pour lui défoncer la gueule. Évidemment, le Pinacle intervient après un codebreaker de Chris Jericho, et Cash Wheeler a voulu profiter de la distraction pour passer la batte de baseball de Jericho, qui s'appelle Dwight, sauf erreur de ma part, à Dax Harwood, mais Mike Tyson lui met un énorme pain dans la gueule, et Mike Tyson, il claque pas sa cuisse pour faire un bruit de pain, hein. À mon avis, Cash Wheeler a pas passé une super soirée. Je dis pas qu'il s'est pris un vrai coup de poing, parce que s'il s'était pris un vrai coup de poing de Mike Tyson, je pense qu'il serait KO, quoi. Mais je pense ouais, pas la bonne soirée. Et Chris Jericho a gagné avec un Judas Effect après une distraction de Sammy Guevara. Et après le match, Chris Jericho inclut Mike Tyson comme membre honoraire de l'Inner Circle. C'était sympa, c'était chouette. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que Chris Jericho a continué à catcher en heel pendant le match. Et pour moi, c'est vers là qu'on est, c'est vers là qu'il faut être. C'est-à-dire que c'est toujours des heels, ils trichent, ils sont arrogants, mais ils font style, ils sont face. Enfin, non, ça tu vois, ça je le dropperai complètement. C'est-à-dire que on est toujours des connards, c'est toujours nous qui avons explosé la gueule du père des Young Bucks il y a quelques semaines, mais il y a de plus gros connards dans la mare, donc par défaut on est les faces. Voilà. On est les faces de l'histoire, mais on reste des connards. Moi j'aurais fait ça comme ça. Puis nous on est les connards rigolos, que MJF c'est le connard juste connard. Voilà. Moi je ferais comme ça. Mais bon. La fameuse mare au connard, tout à fait. Alors, ensuite, on a Marvez qui interview The Super Elite. Ils disent qu'ils sont géniaux, ils disent qu'ils n'ont pas changé, qu'ils en ont juste marre de faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Là-dessus, Don Callis dit vous vouliez voir l'ancien Kenny Omega, vous vouliez voir les anciens Young Bucks. Je pensais que vous vouliez pas qu'on voit, que vous pensez qu'on en avait marre qu'on fasse ce que vous vouliez qu'on fasse. Ouais, j'en ai marre. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit. Don Callis dit, vous vouliez l'ancien Omega, vous l'avez, vous vouliez les anciens Bucks, vous les avez, et moi je suis là. Moi j'aimerais bien savoir comment va Eddie Kingston. J'aimerais bien savoir, Brandon Cutler, il le vit comment d'avoir été le talon d'Achille des Bucks et d'être la cinquième roue du carrosse. J'aimerais bien savoir. Sinon, Cody, il fait pas partie de l'élite. Il a pas un avis là-dessus sur tout ce qui se passe là. Kenny Omega, il est pas en rivalité contre Rich Swann. Parce que je sais parce que je lis Reddit, mais vous l'avez évoqué une fois sur Dynamite et puis plus jamais ensuite.
il a l'intention de revenir, Rich Swann. Les Good Brothers, ils ont perdu leur titre, apparemment. Tous les autres membres de Super Elite en ont un. Ils arrêtent pas de se vanter d'en avoir un. Ça crée pas de la jalousie, ça crée pas de... Ils le vivent comment que leurs potes ils aient des titres et qu'eux ils viennent de perdre le leur. Qu'est-ce que j'ai... J'ai écrit, si vous voulez, on se penche sur ce que je veux, hein, l'ancien Omega et les anciens Bucks. Franchement, j'en ai pas grand-chose à carrer. Et à la fin, Don Callis dit que on va être surpris. Et honnêtement, ça fait 4 fois qu'on est censé être surpris. Ça fait 4 fois que je suis un peu déçu. Donc, c'est-à-dire que quand Big Show est revenu, j'étais vraiment surpris. Quand Big Show est revenu, je me suis dit waouh! Mais vraiment, j'étais juste surpris qu'il ait quitté la WWE. J'ai pas été surpris parce qu'ils en ont fait à AEW derrière. Quand ils ont annoncé un catcheur incroyable va rejoindre AEW et que t'as le tir le plus bas de catcheur incroyable, qui est incroyable, mais qui est incroyable quoi, Christian Cage, et que derrière il a des matchs de 20 minutes contre Frankie Kazarian et qui va se faire recruter par la Team Taz. Bon, quand les Good Brothers sont arrivés, que je me suis dit waouh, un partenariat entre Impact et AEW, c'est vraiment trop cool, ça c'est vraiment super chouette. Et finalement, le partenariat c'est Kenny Omega va à Impact et les Good Brothers viennent sur AEW, point barre. Pareil, quand Kenta est arrivé, waouh, trop cool, un catcheur de New Japan à Impact. Oui, un catcheur qui est de toute façon en rivalité avec Jon Moxley, qui a été là pendant 2 semaines, qui a eu 2 matchs, et de toute façon la rivalité existait déjà, et on n'en a plus entendu parler ensuite. Ça commence à faire beaucoup de... Oh mon Dieu, rien. Donc, j'imagine qu'on va pas être d'accord, j'imagine que vous allez être nombreux à être d'un avis différent, mais pour moi, les grosses surprises de AEW, ça ressemble plus au retour de Carlito qu'à The Fiend, si vous voulez. C'est-à-dire que, ouah mon Dieu, il se passe plus rien, que, ouah mon Dieu, ça dure un petit moment, puis au bout du compte, on est déçu, mais on est quand même très hypé pendant plusieurs mois. Et il y a aussi le fait que, genre, franchement, on avait plein le cul de Kenny Omega et des Young Bucks. Je commence vraiment à saturer, quoi. Ils sont toute leur histoire tourne autour d'eux, enfin, je veux dire, tout... Quand Kenny Omega était en rivalité avec Hangman Page, il y avait Hangman Page. Quand les Young Bucks étaient en rivalité avec FTR, il y avait FTR. Que là, c'est vraiment... Ils se regardent le nombril et puis ils tournent autour de leur nombril. Et puis ça commence vraiment à devenir long. Avec les Young Bucks qui... oh, on sait pas si on veut vous rejoindre. Ah, moi, je pense qu'il faudrait vous rejoindre. Ah, mais non, mais je ne sais pas. Que Eddie Kingston... Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment Eddie Kingston allait rentrer dans cette histoire-là. Et on n'a pas vu Eddie Kingston une seule fois. Je commence à en avoir plein le cul. Voilà. Si je peux me permettre un peu d'honnêteté avec vous. Ensuite, Thunder Rosa fait une promo en disant qu'elle veut tous les titres. Elle veut les titres de AEW et de NWA. Elle fait une promo sur Hikaru Shida et Tai Conti, qui que ce soit qui est championne après leur match la semaine prochaine. Et elle parle de Serena Deeb que j'avais complètement oublié. J'ai appris sur Wikipédia qu'elle était blessée. Un peu dommage que je la prenne sur Wikipédia, mais peut-être qu'ils l'ont dit, franchement, peut-être qu'ils l'ont dit à Dynamite et que j'ai pas fait gaffe. C'est possible. Mais quand Moxley était confiné parce que sa femme avait la Covid, il faisait des promos toutes les semaines. Enfin, je sais bien que le champion mondial et la championne de la WWE, c'est pas le même niveau. Mais j'ai regardé, ça fait 8 semaines qu'on n'a pas entendu parler de Serena Deeb, quoi. Bref. Ensuite... J'ai pas envie d'y passer 5 siècles. Chris Statlander contre Humber Nova. Humber Nova est pas signé à AEW. C'est le match juste avant 2 spots avant le main event. Chris Statlander, ça fait vraiment du bien de la revoir catcher. Le match a vraiment servi à pas grand chose. C'est plus. Et ensuite, on a une promo de la Team Taz qui parle de Christian Cage parce que la semaine dernière, Taz a proposé à Taz a proposé à Christian Cage de rejoindre la Team Taz. Ça va faire 2 Cage dans la Team Taz, ça va être compliqué. Ricky Stark dit que oui, c'est pas normal qu'ils attendent des semaines pour avoir une réponse de Christian Cage alors qu'ils l'ont invité dans la Team Taz la semaine dernière. Blablabla, et que personne n'est épargné par les factions dans AEW de toute façon. Mais ça, c'est pas un reproche. C'est chacun voit midi à sa porte. Je trouve qu'il y a trop de factions à AEW, mais c'est uniquement mon point de vue. C'est uniquement une question d'appréciation personnelle. Taz dit qu'il aimerait bien que Starks reste en coulisses pour le prochain segment qui est l'interview
de Christian Cage, parce qu'en ce moment il est un peu irascible. Brian Cage intervient en disant ouais, ça c'est vrai, t'es un peu irascible, donc ce serait bien que tu restes en coulisses. Et Taz dit bah ça vient que tu ouvres ta gueule, parce que je trouve que toi aussi, il y a beaucoup de tension entre vous deux, donc vous deux vous allez rester en coulisses. Et moi, Hook et Powerhouse Hobbs, on va aller voir voilà. C'est plus, on est sur de la bonne construction, j'ai bien aimé. Et on est sur de l'autant plus bonne construction que donc Christian Cage est interviewé par Tony Schiavone. Et il est interrompu par Taz. Il hérite de la tradition de Sting. Parce que pendant des mois, c'est Sting qui avait des interviews avec Tony Schiavone et Taz intervenait. Donc là, maintenant, c'est Christian Cage qui fait ça. Et Christian Cage lui dit que, écoute, en ce moment, ta team Taz, elle est bordélique et que en ce moment, il est venu pour chercher des titres. Donc, il refuse de rejoindre la team Taz. Il insulte la taille de Taz en lui disant c'est bien que tu sois sur 2 marches parce que comme ça, je peux te parler face à face. Taz lui renvoie la moitié de sa pièce en disant que de toute façon, il l'a jamais aimé, lui ou son pote qu'il a porté sur ses épaules pendant toute sa carrière, faisant référence à Edge, évidemment. Ensuite, Hobbs entre sur le ring, Hook va à l'extérieur du ring et il le distrait et Christian Cage se fait péter la gueule par Powerhouse Hobbs. Voilà. C'était sympa, c'était chouette, bonne construction de rivalité. On est sur du bon positif. Ensuite et enfin, nous avons eu le main event, Darby Allin contre Matt Hardy pour le titre de TNT dans un Falls Count Anywhere match. Alors, Matt Hardy attaque le match avec une chaise, directement. On voit Ethan Page et Scorpio Sky qui regardent depuis les coulisses. Dans la catégorie, ça me saoule. Ces deux-là, ils sont pas mal. C'est genre, on fait rien, on regarde. Vous inquiétez pas. Quand on verra une histoire sympa, on sera dedans. Donc Matt Hardy domine le début du match avec sa chaise. Il menace de faire un twist of fate avec la tête de Darby Allin emprisonné dans la chaise. Mais Darby revient et à ce moment-là, évidemment, le Hardy Family Office arrive. Donc la faction composée de Private Party et de Butcher and the Blade. Mais le Dark Order arrive pour équilibrer les forces. Et évidemment, Sting arrive aussi pour protéger son fils Darby Allin. C'est une blague, c'est pas vraiment son fils. Attendez, bougez pas, j'ai une image. Ouais, voilà. Sting qui commence à les aider en évacuant Private Party. Et là-dessus, Scorpio Sky et Ethan Page arrivent pour essayer de s'en prendre à Sting dans son dos. Mais Lance Archer, qui est en rivalité contre Sting, arrive pour empêcher Scorpio Sky et Ethan Page d'intervenir. Et Lance Archer, parce que quand même il est en rivalité contre Sting, va prendre un des deux gars de Private Party, il va faire son blackout, sa prise de finition sur l'un des deux pour intimider Sting, genre je t'ai sauvé la vie mais regarde ce que je sais faire. Et ensuite le match Matt Hardy contre Darby Allin a repris. 2 spots un petit peu sympas, enfin franchement sympas dans ce match, plus de spots que ça, mais j'ai pris des photos de 2 spots seulement. D'une part, Matt Hardy a fait une descente de la cuisse de l'échelle à travers une table. J'ai bien aimé le fait qu'il monte sur le 5e échelon de l'échelle. Parce que vraiment, il y avait très très peu d'élan dans sa descente de la cuisse. Mais c'est bien. Faut pas que... il a pris beaucoup trop de risques à AEW depuis qu'il a signé à cette compagnie. Qu'il se préserve. C'est une bonne chose. Il y a eu un spot extrêmement cool où Sting, en partant, a envoyé sa batte à Darby Allin. Ils insistent vraiment très lourdement sur tu es la relève de mon personnage. Mais c'est du catch. S'il y a bien un média, s'il y a bien un spectacle où tu peux insister très fort sur des trucs relativement peu subtils, c'est dans ce média-là. Oh, j'ai complètement bugué. Et le match s'est terminé quand Darby Allin a pété un câble, a défoncé la gueule de Matt Hardy avec la batte de baseball de Sting, a défoncé les écrans des commentateurs sur la table des commentateurs, a mis Matt Hardy sur la table des commentateurs et est monté sur l'échafaudage du truc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté encore l'échafaudage j'ai oublié le nom du bâtiment dans lequel ils sont, pour se jeter, pour faire son coffin drop qui est, je vous rappelle, un saut dans le dos avec les mains sur les... pas protégé du tout. Donc il a fait son coffin drop du haut de l'échafaudage à travers la table des commentateurs, ce qui lui a permis de remporter le match et de conserver son titre. À moins, le match était vraiment très cool. Vraiment, le match était très sympa.
beaucoup de matchs, beaucoup de spots très intenses. Darby Allin a trouvé un bon équilibre entre je rampe, je me fais battre, je suis un champion résilient plus que dominant, et je suis aussi un champion dominant. Parce que c'est un reproche que je fais souvent à Darby Allin, c'est il bat souvent ses adversaires à l'usure. Là non, là il y avait l'usure, mais il y avait aussi du mordant quoi derrière. Donc ça c'était bien. Une des meilleures défenses de titre de Darby Allin d'ailleurs d'après moi. Mais moins parce que tout le bordel là au milieu c'est le problème quand t'as un roster vraiment trop vaste comme ça, c'est que tu te retrouves à devoir faire des segments avec 40 personnes et c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Genre le Dark Order ils sont pas en lien avec Darby Allin, c'est juste que le Dark Order en ce moment ils sont en rivalité avec le Hardy Family Office et, et du coup voilà, le Hardy Family Office il est venu aider Matt Hardy, forcément. Du coup, le Dark Order est venu pour aider... mais Sting est venu pour aider Darby. Mais Lance Archer, il est en rivalité avec Sting. Et puis t'as Ethan Page et Scorpio Sky. Nous aussi, on veut une histoire. Donc, forcément, ça va faire un peu le gros bordel. Voilà. Donc moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce match. Don Kelzan me dit « Je poste mon message avant d'aller au travail. Je suis le seul à avoir été dérangé par les mimiques de Scarlett lors de la promo de Karrion Kross. Elle me faisait penser à José Garcia. » C'est complètement ça. Déguisé en Cindy Crawford, bravo à ceux qui ont la ref et je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que disait Cross. J'ai un filtre anti Scarlett. Je regarde pas Scarlett parce que la première entrée où elle faisait son karaoké, je me suis fait à peu près cette réflexion, c'est-à-dire oh non, ça fonctionne pas du tout, faites pas ça. Mais maintenant, je l'oublie. J'oublie qu'elle est là. Bayushi Ashura me dit d'ailleurs réellement Dexter Lumis, face ou heel, j'arrive pas à me décider. C'est un face? Mais c'est exactement comme The Fiend. Je finis pour ton message d'abord. Il a un personnage de psychopathe, mais je sais pas, il réagit pas comme tel. Je saurais pas expliquer, qu'en penses-tu? En fait, c'est juste un personnage qui devrait être un heel, mais qui est un face. En fait, c'est un personnage tellement hors du commun que je pense que il rajoute du fun, il rajoute de l'exotisme dans le roster de NXT. C'est ça que je voulais dire et que j'ai oublié de vous dire. C'est que The Way, Dexter Lumis, des trucs comme ça ajoute un peu de relief et un peu de relief amusant, on va dire ça comme ça, à NXT. Un peu de... Je vous ai dit, un des défauts de NXT, c'est qu'ils sont vraiment au niveau de gris. Ils sont vraiment... Il y a très peu de relief à NXT. Que d'avoir une faction qui est vraiment drôle, d'avoir Dexter Lumis dont le personnage est un tueur en série qui kidnappe une nana, mais la nana elle avait toujours eu envie de se faire kidnapper parce qu'elle a un crush sur lui. C'est des trucs voilà qui permettent de faire respirer un peu NXT. Skyrim22 me dit bien le bonjour Mr. Lynx, qui sera le prochain challenger à Karrion Kross et à Johnny Gargano? The Miz et son père. NB Albinos me dit salut Lynx, je sais que t'es pas fan de ça, mais quels seraient les deux catcheurs que tu verrais potentiellement sur le roster principal? J'irais bien Cole qui a quand même bien fait le tour à NXT. Pourquoi tu veux que Cole aille sur le roster principal? Tu trouves qu'il a un peu de bedaine et tu veux qu'il aille courir derrière le titre 24/7? Pourquoi tu veux que Cole aille sur le roster? Je suis désolé, mais ça me trouve le cul. Quand tu vois Damian Priest battu par The Miz, quand tu vois Keith Lee qui est pas utilisé, quand tu vois Ricochet qui se fait utiliser par Bobby Lashley pour aller jobber en 3 minutes contre Drew McIntyre, quand tu vois Aleister Black attendre dans un placard, pourquoi tu veux que Cole aille sur le roster principal? Qui reste à faire le tour à NXT? Je suis désolé, je m'énerve, mais c'est une mentalité que je ne comprends pas. Keith Lee est blessé. Oui, c'est ça. Aleister Black aussi, il est blessé. Tout le monde est blessé. Pardon, hein, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous. Je vous aime. C'est pas contre vous. Georges-D28 me dit le problème, c'est que à un moment donné, Balor, les Gargano, les Adam Cole vont devoir aller à Raw SmackDown parce que NXT va boucher. Oh, c'est pas un problème chez Dynamite. À un moment, il faut y aller. NXT, c'est un peu la Ligue 2. Alors, il faut qu'il y ait une nouvelle vague à NXT. Gargano, Ciampa, etc. n'ont plus rien à faire à NXT. Je suis pas d'accord du tout. Pourquoi t'as pas la même réflexion sur Raw? C'est-à-dire que des gars comme je sais pas moi, comme Randy Orton, qui sont là depuis 14 ans, là, pas un moment, faut y aller.
l'image qu'on a de NXT est l'ancienne image. Ils sont plus comme ça. Il y a des catcheurs qui peuvent rester à NXT, qui doivent rester à NXT, et au contraire, ils peuvent aider à former les nouveaux catcheurs. Et voilà, moi c'est ce que j'en pense. Il faut arrêter de dire que NXT c'est la Ligue 2. S'il y a une Ligue 2, c'est Raw et SmackDown. Elidolo Gomez me dit bonjour, ça va bien, ça va très bien, merci. Je suis sûr que oui, d'accord. Perso, ça va super après cet NXT qui, bon Dieu, trop d'émotions. Ce segment, Gonzalez, Ripley Belair, c'est ma génération d'NXT, c'est avec elle que j'ai découvert cette brand, c'est avec elle que j'ai appris ce qu'était que d'excellents catch, c'est avec ces catcheuses que j'ai compris à quel point cette discipline était une passion pour moi, vous n'imaginez pas à quel point ce segment, c'est trop d'émotions pour moi, j'étais en larmes à la fin. Merci beaucoup Ali de Gomez pour ce témoignage émouvant. Ah, la caméra a freeze, quelle tristesse, mais quelle tristesse immonde. Bonjour le mouvement. Nomad V4 me dit bonjour Lynx le soleil, quel type de triche tu préfères? Et quelle est ta tricherie la plus spectaculaire que tu aies en mémoire? Je vais te citer le premier exemple qui m'est venu, mais qu'ils ont trop fait, qui du coup est devenu un peu trop usité. C'est Eddie Guerrero qui prend une chaise quand l'arbitre est KO, voit que l'arbitre commence à se relever et tape par terre, envoie la chaise à son adversaire qui l'attrape par réflexe, et Eddie Guerrero se jette par terre, et du coup l'arbitre voit Eddie Guerrero par terre, l'autre gars avec une chaise, et disqualifie son adversaire. Voilà, c'est ma triche préférée. Aldebaran me dit Rollins, penses-tu qu'une façon de ressoudre, une façon de ressoudre les problèmes de monde à AEW serait de faire 2 rosters bien distincts, par exemple un pour Dynamite et un pour Dark? Ton problème, c'est que tu veux qu'AEW soit comme la WWE, alors que c'est pas la même chose. Oui, je pense que ce serait une solution très simple à ce problème-là, tout en présentant rapidement les nouveaux lutteurs, histoire d'impliquer le public plus mainstream qui regarde AEW, car moi qui ne connais quasiment que la WWE, je dois faire beaucoup de recherches pour connaître les lutteurs d'AEW, et c'est bien, je suis du genre curieux, mais c'est fatigant dans la durée, et c'est uniquement la certe. Oui, je suis entièrement d'accord sur tous tes points, c'est-à-dire que au début, je faisais ces recherches-là parce que je me suis dit c'est normal, et c'est une fédération qui commence 2-0 avec plein de catcheurs qui ont une histoire. Je vais chercher qui c'est, je vais chercher pourquoi c'est des catcheurs importants, je vais chercher voilà qui sont qui. Mais là, ça fait 2 ans et demi que la fédération existe, on devrait plus faire de recherche là. C'est bon, là normalement on devrait avoir des personnages et puis utiliser ces personnages, mais on ne les a pas. Pour beaucoup, on ne les a pas. Pour d'autres, on les a. C'est ça qui est frustrant, c'est que c'est pas comme si ils avaient une différente façon de fonctionner et qu'ils l'appliquaient, c'est qu'ils ont une façon de fonctionner, des fois ils l'appliquent, des fois ils l'appliquent pas. Afiento me dit Hello Lynx, comment ça va? Pas à voir directement avec NXT, mais plus avec l'histoire du Fiend. Tout le monde semblait fantasmer sur un retour d'Aleister Black pour un néophyte comme moi. C'est quoi son rapport avec Bray Wyatt? C'est intéressant que tu me poses la question parce que aucun. Skyrivan 2 me dit Lynx, tu préfères quoi entre un match heel contre heel ou face contre face? Face contre face, parce que tu peux avoir ton favori. C'est beaucoup plus... Un face à face, ouais, voilà. C'est beaucoup plus simple. Sam B95, mais les deux peuvent être bien faits. Sam 95, plein de lettres, plein de chiffres. Et toi qui n'aimes pas les classements d'AEW, tu préfères la WWE où il y a 3 randoms, dont 2 qui ont perdu leur match à Mania, qui challenge Lashley pour le titre WWE? Oui. De loin. Parce qu'au moins, ils disent pas si, c'est logique, regardez ce classement. Et sur le classement, il y a des flèches, des astérisques, des trucs qui veulent rien dire. Je préfère qu'on me donne aucune raison, qu'on me donne une raison qui n'a aucun sens. Oui, de loin. De très loin. The Quadrapus me dit hey, salut Lynx, j'ai raté le début donc je reste pas, je regarderai la rediff. Je me demandais, est-ce que ce serait plus pertinent pour un bilan annuel de prendre les notes de Mania à Mania plutôt que de janvier à janvier, étant donné que c'est souvent à Mania que les storylines s'achèvent et que d'autres commencent? Nous allons avoir Lashley contre Drew McIntyre. Nous allons avoir Charlotte contre Asuka contre Rhea Ripley. Ça c'est neuf, ça c'est très très neuf. Nous allons avoir Damien Priest contre Miz et Morrison. Donc là on est sur du renouveau. Nous allons avoir Nia Jax et Shayna Baszler contre Mandy Rose et Dana Brooke. Donc là on est sur de l'inédit. On va avoir le New Day qui gagne. Donc là aussi on est encore sur du... Voilà. Bray Wyatt est de retour dans la Firefly Funhouse. Je ne pense pas non que ça soit très... non, je pense pas que ça soit spécialement pertinent. Non.
Neita me dit coucou Linux et merci. Pourquoi merci? Pour une raison très simple. J'allais te demander comment ça s'était passé. À la fin de ton bilan de WrestleMania avec le chat, vous m'avez donné la force de faire mon coming out trans à mes parents. Oui, d'ailleurs, désolé d'avoir fait le raccourci, d'avoir pensé que c'était ton coming out gay. J'ai fait, c'est voilà, l'erreur d'hétéro de base. Et ça s'est super bien passé. Je ne l'aurais probablement pas fait sans votre soutien, donc merci beaucoup à tout le monde. Une pluie de poupou. Tu sais quoi? Je vais te chercher la vraie poupou. Je vais te chercher poupou in the flesh. Est-ce qu'elle est là? Oh, elle veut pas. Elle veut... Ah, voilà. Comment ça, elle veut pas? Tu viens de la faire cuire. Non, je voulais l'attraper justement. Ah, bah si, c'est bon. Oh, Poufi. Une pluie de poupou. Une pluie de poupou pour Neta. Poupou, dis à moi, Neta, s'il te plaît. Elle dit Mia. Non, bah, Félicitations à toi, c'est vraiment trop cool que ça soit... J'ai hésité. Quand j'ai vu ton pseudo, je me suis dit, j'ai hésité à te demander, parce que je me suis dit, si ça s'est mal passé, peut-être que... Alors du coup, elle veut penser à autre chose. Mais voilà, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. Pantangelius me dit The Fiend a perdu du poids, il a brûlé des calories, j'adore tellement ce genre de blague. Mon télétravail n'a pas été très productif. Mais je suis quelqu'un de très drôle. Mon télétravail n'a pas été très productif la semaine dernière, mais vraiment merci pour le partage. J'ai avancé rien du tout la semaine dernière, c'est une catastrophe. J'ai avancé ni mes vidéos sur Link the Sun, donc il faut que je finisse des vidéos 50-50. Il faut que je finisse Jurassic Park de Michael Crichton pour pouvoir choisir un film pour le prochain 50-50. Et puis il faut que je fasse le lecture. Bref, on est à... Et il y a que nous là, il y a que nous qui sachions pourquoi il n'y a pas de vidéo qui sortent sur Link the Sun en ce moment. Bref. Vraiment merci pour le partage de ta passion, c'est un régal de t'écouter, de suivre sur tous tes projets, c'est un régal également. Et enfin, Gwendalfa me dit salutations Lynx. 1. Pourquoi as-tu choisi le terme Regal? Parce que c'est la contraction de Wrestling Muggle, qui est moldu du catch en anglais. Et Moldach, c'est vraiment de la merde, alors que Regal, c'est pas mal. Comme tu as lu Jurassic Park, est-ce le sujet du prochain 50-50? J'ai pas lu Jurassic Park, je suis en train de lire Jurassic Park, et je suis en train de lire plein de livres, plein de romans qui ont été adaptés au cinéma pour pouvoir choisir. Genre, ce mois-ci, dans le coin lecture, on va parler de Jurassic Park dès que je l'ai fini, mais on va aussi parler de 50 nuances de Grey. On va aussi non, on a parlé de Hunger Games dans le dernier coin lecture. Donc pour l'instant, ce sont les cinq livres adaptés en roman livres adaptés au cinéma qui sont dans la balance, mais je vais continuer d'en lire encore d'autres pour pouvoir faire un choix le plus éclairé possible. Ne ratez pas mon opinion sur 50 nuances de Grey. Honnêtement, j'ai été surpris par ma lecture. Je vous en dis pas plus, j'ai été surpris par la lecture. Merci à tous d'être encore plus de 200 alors que ça fait un moment qu'on a fini de parler de catch. Merci à tous d'être là, merci à tous pour votre patience, pour votre implication, merci à tous d'avoir été aussi choupi concernant ces récaps de Dynamite et de NXT. J'attends de voir comment ça se passe dans les commentaires YouTube pour voir si je continue comme ça, mais bon, a priori, là, franchement, je me sens plus... Ça libère, quoi. Ça libère. Tu vis pas avec ta frustration, tu en parles, et quelque part, ça fait aussi du bien. Donc, écoutez... On va voir comment ça se passe. Merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous samedi midi pour parler. Donc oui, vous avez vu, à partir de maintenant, c'est midi le jeudi aussi parce que j'ai plus de temps. On se donne rendez-vous samedi midi pour faire le bilan de 205 Live qui va peut-être commencer avec une nouvelle saison. C'est possible aussi. Hein. Tout est ouvert. On a un nouveau champion cruiserweight avec SmackDown qui sera sans doute mieux que Raw et avec NXT UK qui sera le prochain challenger de Walter. J'ai hâte de le découvrir avec vous. On le découvrira probablement pas à NXT UK parce que Walter c'est un ours, il hiberne pendant un moment, puis il arrive, il tue quelqu'un, puis il repart dormir. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine, ciao!